Salut à tous, c'est avec un grand plaisir que l'on vous retrouve pour une nouvelle saison de F1, mais aussi une nouvelle saison du débriefing F1 sur motorstv.com. Et vous nous permettrez de ne pas changer une équipe qui peut-être gagne. En tout cas, Jean-Luc Roy est bien là. Salut Jean-Luc. En tout cas, une équipe qui s'amuse et qui se fait plaisir, et ça, c'est déjà important. Voilà. Salut LFB, bonjour à tous. Si devant commentateur de la Formule 1 sur RMC, président de Motors TV, non je t'ai plus. Non, la cour est pleine, ça va aller, et surtout, comme vous, amateur de sport mécanique, et moi qui ai le privilège de le vivre, on va dire d'une manière totale, enfin du début à la fin. Je crois qu'au total, là, on doit approcher les 9 heures d'antenne en direct sur RMC pendant le week-end. Là, en 36 heures, je crois que c'est pas mal, ouais. Et votre modeste serviteur qui essaiera parfois de donner son avis et de toujours poser des questions intelligentes à l'autorité suprême. Bon. J'essaierai d'apporter des réponses intelligentes. Voilà. Ça, ah oui, là, le challenge, il est là pour toi. Il est là. Ce Grand Prix d'Australie, donc, à Melbourne, a donné le coup d'envoi de cette saison 2013. Il s'en est passé des choses. Ouais. Et j'ai même envie de te dire, avant de te poser une question sur le résultat brut de ce Grand Prix, de détailler évidemment les positions des uns et des autres, ceux qui ont gagné, les Français bien sûr. Samedi, la qualif. Tiens, quel est ton avis sur cet épisode tragicomique, ce report final, cette pluie battante ? Une première, qu'est-ce que je dis, allez, on décode Ça complètement, commence, oui. Bouffonnerie de la Formule 1, comme elle sait en faire parfois, moi j'ai pas compris. Parce que bon, ok, c'est dangereux quand il pleut, ça c'est pas nouveau, qui ait malheureusement eu des grands prix ou des qualifications qui aient été affectées, c'est le cas de le dire, par des conditions météorologiques délicates. Ok, tout ça on sait. Que le circuit d'Albert Park ne soit pas permanent, que le drainage ne soit pas excellent, que ça a été des pluies, je vais presque dire tropicales, Oui. parce qu'effectivement ça tombait très fort, tout ça je veux bien, mais quand même. Alors, une fois que tout ça est dit, il y a des moments où on laissait effectivement les pilotes attendre, ou après il y avait une alerte, hop, dans 10 minutes, alors tout le monde se remettait dans les baquets, hop, on les ressort. Bon, moi je crois que c'est un show, mais mal réglé, sans aucun intérêt. De mon point de vue, on pouvait parfaitement à certains moments envoyer la Q2, déjà. Il y avait des créneaux, certes c'était mouillé, mais on pouvait rouler. Et puis après tout, ça fait partie des conditions, voilà, ça fait partie des éléments. Ou alors, si on veut faire en F1 comme aux États-Unis et ne plus rouler quand il pleut, faut le dire, faut le dire carrément, bon voilà. Oui. Et puis en arriver à la Q1, alors là, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ça nous a fait plus d'antennes, on est reparti dans la nuit, les vrais fans étaient là, etc. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça dommage, parce que ça ne donne pas une image, on va dire, très professionnel de la Formule 1, et d'un autre côté, l'utilisateur lambda d'une voiture se dit « Attends, moi, pareil, il me tombe sur le ciel sur la tête et je continue à rouler, moins vite. » Voilà, les pilotes, ils roulent moins vite, et il faut attention. Bon, c'est mon opinion, maintenant, chacun est libre d'en avoir une autre, là aussi. Bon, allez, on passe au résultat du Grand Prix. Kimi Raikkonen, donc, qui est le premier vainqueur de l'année. Rappelons quand même qu'il était 3e du championnat l'an dernier. Ah oui. Qu'évidemment, il Avec a fait un comeback. une victoire à Abu Dhabi. C'est ça, qu'il a fait un comeback l'an dernier absolument sensationnel pour Lotus. Pour autant, est-ce qu'on parie vraiment sur Raikkonen pour gagner ce premier Grand Prix ? J'en suis pas si sûr que ça. Non, pas oui. de de bois non plus, Oui. non. Les Lotus Renault, on va venir au cadre Romain plus tard, bien, parce que bien, régulièrement bien. Romain, à un moment, est même en haut de la feuille des temps. On se dit, je parle des parties sur les pistes sèches, naturellement. Oui. On n'a pas pu très véritablement encore tester la totalité des pneus, en tout cas sur cette qualité de piste et sur la durée. Donc et à cette température, bien sûr, l'élément très important, l'élément le plus important. Donc là, on se dit, les Lotus Renault sont bien, voire très bien. Maintenant, de là à gagner, quand on voit la première ligne entièrement Red Bull Renault, quand on voit qu'effectivement les Mercedes et les Ferrari, qui sont les 3 équipes manifestement qui dominent, avec Lotus Renault, de la gagner, non. Un podium, oui, j'aurais dit un podium, oui, pour Raikkonen. Et c'est ce que nous avait dit Éric Boulier sur RMC la semaine dernière pour préparer. Absolument. Il voulait quand même le podium. Mais la victoire, peut-être pas quand même. Le bon déroulement, c'était Raikkonen, puisque moi j'y vais carrément, si on a compris qu'il était pilote numéro 1 plus que jamais cette année de l'équipe Lotus Renault, et le pilote numéro 2, donc sans lui faire outrage, Romain Grosjean, pouvait terminer 5 ou 6e, et c'était parfait. Non, malheureusement, pour Romain, lui, on va y revenir, dès le départ, ça s'est mal passé. À l'inverse, Kimi fait une course extraordinaire avec une stratégie absolument audacieuse. C'est bien qui l'applique. La clé du succès. 2 arrêts pour Raikkonen, 3 pour les autres. Donc effectivement, 20 secondes en moins, à un moment donné, ça joue, c'est évident. Voilà, il suffit de prendre les écarts à l'arrivée. Bon, on sait qu'Alonso, effectivement, a lâché puisqu'il a compris qu'il pouvait assurer. Il termine à 12 secondes, il aurait pu terminer à 5 ou 6. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis derrière, on a Vettel qui termine, lui, à 10 secondes à peu près d'Alonso, qui pouvait terminer à 3, mais on s'en fout, j'allais dire. De toute manière, ils savaient qu'ils étaient 2 et 3. Ils prennent les points. Et comme tu le dis très justement, un arrêt au stand de moins sur la totalité de la course pour Raikkonen, c'est 22-23 secondes de gagner. Bon, mais alors, tout le monde va se dire, alors pourquoi les autres n'en ont pas fait 2 ? Alors, c'est quoi le secret de ces 2 arrêts comparés aux 3 des autres ? Est-ce que c'est une stratégie un peu bluff ?
et qui a marché? Ou est-ce que c'est au contraire une qualité de la voiture et de Raikkonen pour avoir mis en œuvre cette stratégie, contrairement aux autres? Alors, j'ai tout noté. Vas-y. Si tu te rappelles, l'an dernier, et là c'est vraiment de mémoire, je n'ai pas vérifié avant qu'on se parle. L'an dernier, à un moment, d'ailleurs le Grand Prix où Raikkonen ne marque pas de points. C'est en Chine de Oui, mémoire. c'est ça. Eh bien, il est... Il est à l'arrivée, mais il ne marque pas de points. Eh oui, il est devant. À 3 tours de la fin, il est devant. Je ne sais plus s'il est en tête ou deuxième, Oui, mais il est il vraiment s'écroule devant. complètement, Et il c'est ça, s'écroule oui, parce oui, que les oui. pneus s'effondrent littéralement. Ouais. Donc cette stratégie, on a déjà essayé de la mettre en place, en tout cas déjà chez Lotus Renault, et chez d'autres pilotes, et chez d'autres écuries. Elle ne marche pas à tous les coups. On a vu un certain nombre de pilotes rencontrer des problèmes sur la fin, même s'il y a moins de carburant, même si, la température de la piste n'est pas la même, la manière de piloter n'est pas la même, la manière de régler la monoplace n'est pas la même. Or là, on déroule vraiment, on déroule le plan de manière remarquable. D'ailleurs, on a entendu, si tu t'en souviens à un moment dans certaines radios, on passe au plan B, notamment pour Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'on était parti sur 2 arrêts et qu'on passe sur 3. On a bien traduit. Alors bon, il ne faut pas croire qu'à chaque fois ce sera la même lecture, la même grille de lecture. Des fois, les écuries s'amusent à faire l'inverse. Le plan B, c'est celui à 2 et le plan A, c'est celui à 3, mais on s'en moque. Le tout, c'est de comprendre que d'une manière évolutive, et j'aime bien ce mot de stratégie évolutive, en fonction des temps, déjà, parce qu'on scrute les temps, nous aussi, mais eux encore plus, par secteur, etc., à savoir où on commence à perdre un peu de temps, est-ce qu'on en gagne d'autres par ailleurs, et quelles sont les projections, et quel est l'état de la stabilité pneumatique, ben là, c'est clair que, je vais oser dire que Lotus Renault a exploré peut-être un secteur qu'aucune des autres équipes n'avait exploré jusque-là, et on a vu que ça pouvait marcher. Bon, bah donc bravo à l'audace, bravo au brio. Et bravo à Kimi, parce qu'il faut quand même un pilote dans l'avion, je suis désolé. Mais depuis l'an dernier, il est d'une solidité, on a vraiment l'impression que rien ne peut lui arriver. Je sais qu'il a des fans sur Motors TV, évidemment, sur le débriefing, il a des fans partout, parce que tout le monde aime bien, ça se droupie, pas un sourire, moi je l'ai observé, pas un sourire sur le podium. Bon, évidemment. Il a un peu plus manifesté sa joie. Il a levé les mains, mais pas de sourire sur le podium. Alors, c'est de la pudeur, c'est de la dignité, c'est son caractère. On ne va pas lui reprocher de ne pas sauter en l'air comme certains le font à 3 mètres de haut en écartant les bras, etc. C'est de la joie contenue, on va dire, mais c'est un sacré personnage. C'est vraiment, c'est Droopy, you know what, I am happy. Bon, ben voilà. C'est ça. Bon, une victoire qui fait plaisir à tout le monde, pratiquement, effectivement. Romain Grosjean, en revanche, parlons de lui, ça semble beaucoup plus cruel. Et oui, parce que le contraste, il est saisissant entre la victoire et le triomphe de Raikkonen et oh là là, la galère qu'a semblé connaître Romain Grosjean tout au long du Grand Prix. Soyons clairs, la chute n'en est que plus dure pour lui. Pour le moment, on va pas là, attention, il va se rattraper. Ils étaient tous les deux sur la 4e ligne de la grille de départ. Une 28 728 pour Raikkonen, une 29 et 13 millièmes, donc en gros 3 dixièmes d'écart entre les deux, pas de problème. Sauf qu'au départ, là où Raikkonen effectue un départ excellent, canonesque, qui le met tout de suite dans le bon paquet, Romain peut être un peu stressé, on peut très bien le comprendre. On rappelle que son leitmotiv, son objectif numéro 1, c'est pas d'accrochage, tu termines les Grands Prix, c'est la règle d'or. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un autre pilote et à côté de Romain Grosjean ? Vous allez sur lui, évidemment. On les connaît, les pilotes. On va y aller carrément. Écoutez, sans avoir l'idée de l'agresser, mais on se dit, lui, de toute manière, il va fléchir. C'est ce qui s'est passé. Donc Romain, dans les premiers virages, malheureusement, a dû s'effacer au profit de pilotes qui avaient moins d'enjeux, moins de risques. Donc il s'est retrouvé mal positionné dans le paquet à l'endroit où on prend des coups, justement, au mauvais endroit. On dit toujours le ventre mou. Moi, je dis que c'est le ventre dur de la Formule 1, parce que tous les coups sont permis. Et là, on l'a arrêté. Alors du coup, effectivement, on l'arrête au 4e tour. Et oui, ça, on l'a pas bien vu. C'est un arrêt prématuré. Ça, moi, je le vois tout de suite, je l'indique tout de suite. Attention, on l'arrête. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il a pris d'ailleurs un coup ? Ce qu'on ne dira pas pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Même s'il y a une petite friction à l'avant ou à l'arrière qui a un petit peu abîmé sa monoplace, on ne va surtout pas dire que la monoplace a touché. Je ne sais pas si c'est le cas. Parce que lui, il exprime après l'arrivée un sentiment un peu de doute face à sa voiture. Alors, on se dit, on va le décaler. Après tout, ça n'est peut-être pas perdu parce qu'il va avoir une piste libre. Et après tout, il va pouvoir jouer les temps et pouvoir faire un relais long. Ça n'est pas le cas. On l'arrête à nouveau au 19e tour. C'est-à-dire qu'il fait à peine 15 tours avec un train de pneu médium, ce qui est très peu par rapport à d'autres. Après, il part du 19 au 37e tour, d'accord ? Donc là, il en refait 19. Et puis, évidemment, il va à l'arrivée. Il fait les 20 derniers tours, 21 derniers tours. Donc, bon, une course en dedans. Une course qu'on lui a demandé de terminer. Une course qu'il a terminée, mais qu'il a terminée frustré. Ne reconnaissant pas sa monoplace, parce que peut-être il y a eu effectivement, je le répète,
un léger accrochage dont on ne parlera pas, bien sûr. Donc il y a ça. Et deuxièmement, tellement en dedans et tellement obsédé par l'idée d'arriver, l'idée de terminer, qu'il n'a pas lâché son potentiel qui est très grand. Il a le potentiel pour gagner un Grand Prix. Donc c'est un mauvais passage. Peut-être dès la Malaisie, on va retrouver le Romain Grosjean qu'on aime, le Romain Grosjean qui est rapide. Voilà. Enchaînons avec les Français pour un peu. Il n'aurait pas été le meilleur Français à l'arrivée. Jean-Éric Vergne n'a pas été loin du tout d'aller le chercher et de rentrer dans les points. Belle course de Jev. Ouais, c'est le genre de frustration que j'aime bien déjà après les essais, parce que lui disait ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on aurait dû rouler, enfin c'est inqualifiable. Moi j'avais une voiture qui était prévue pour ça. Moi je la sens bien, je la pilote bien sur le mouillé. Et c'est vrai, on aurait pu avoir un Jev peut-être sur la deuxième ou troisième ligne, ou peut-être mieux, va savoir. Donc si tu veux, déjà frustré. Bon, et il a raison. Donc il part forcément loin là du coup, parce qu'il se retrouve sur la grille, 7e ligne, aux côtés de Daniel Ricciardo. Bon. Au moins il est devant. Au moins il est devant. Oui. Alors ça c'est déjà important, Oui. puisqu'on se souvient que l'an dernier, souvent Ricciardo était devant. Donc déjà, et après il fait un boulot sublime. Ouais. Parce que là, effectivement, il prend un départ excellent, et puis il est dans le coup, et puis il a le rythme, et puis Ricciardo disparaît sur des problèmes mécaniques, je crois, à un moment, et Jean-Éric se retrouve en bagarre avec Grosjean, qui est donc parti, rends-toi compte, je ne sais combien de rangs devant lui. Donc la bataille est formidable. Il commet une petite erreur à 2 tours de l'arrivée. Il termine donc finalement en dehors des points parce qu'au milieu, eh bien, on a vu des gens qui ont pu réussir à se glisser, et du coup, mais il pouvait terminer 9e. Moi, je le dis, parce que regarde. Si on prend l'écart, et c'est ça qui est important, Button est devant lui à 2 secondes. Pérez, tu veux dire? Oui, non, mais même Button, oui, 9e. D'accord, ok. Button 9e, tu vois, il y a un paquet de 4. Oui. Tu as Button, Grosjean, Pérez et Vergne, séparés chacun par 1 seconde 1 ou 6 dixièmes. Donc il est à 2 secondes. Il pouvait terminer 9e. Donc voilà, donc c'est bien, je dirais que c'est de la bonne frustration de la part de Jev qui dit j'ai raté un truc. Bon, mais c'est super ce qu'il a fait. Alors je te propose d'enchaîner sur Jules Bianchi, parce qu'allez, on est dans la thématique des Français. Moi, alors, il m'a épaté. Parce que le résultat brut, faut pas se leurrer, 15e en étant pilote Marussia, mais c'est déjà extraordinaire, c'est pas arrivé souvent l'an dernier. Non. En plus, on l'a vu constamment devant ce groupe de 4 peut-être qui comporte les pilotes Marussia et Caterham, donc il a pris la mesure tout de suite de ses 3 autres adversaires. Il est devant, 15e à l'arrivée, c'est un résultat brut formidable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en course, Jules Bianchi signe le 11e meilleur tour en course. Tout à fait. C'est probant. C'est phénoménal. Effectivement, là, je crois que lui, c'est carton plein total. D'ailleurs, son attitude et son regard trahissaient cette joie à l'arrivée. Il n'a pas pensé au fait qu'il aurait pu disposer de la Force India, on le sait bien, jusqu'aux essais de Barcelone, c'est ce qu'il espérait. Ce qui aurait pu lui laisser accéder à la 7e ou 8e place. Il pense d'abord à ce qu'il a fait avec une modeste, très modeste Marussia, donc une voiture qui était régulièrement la dernière de la grille l'an dernier. Eh bien, non seulement les Marussia sont maintenant devant les Caterham, et manque de chance, manque de bol, j'allais dire, pour Charles Pic, qui lui a fait le chemin inverse. Eh bien, Jules en tire le meilleur. Il démontre que c'est un pilote extraordinairement rapide, que c'est un pilote fiable. Moi, je pense que si ça continue comme ça, il est promis vraiment à un grand avenir. Parce que, on va pas en faire trop, on va attendre un petit peu. Oui, mais s'il est capable de réitérer des Grands Prix de ce niveau-là, avec ce matériel-là, dans ces conditions-là, moi, je peux te dire que, tu vois ce que je veux dire, il est dans la filière Ferrari, on le sait très bien. Est-ce que ça va rester longtemps chez Ferrari ? Et je m'arrêterai en l'air comme ça, avec un point d'interrogation. En tout cas, une entrée en matière formidable de la part de Jules Bianchi. Et puis, Charles Pic, oui, tu l'as dit, je crois, un rôle un peu plus ingrat peut-être. Alors, on ne va pas le juger non plus, c'est pareil sur un Grand Prix. Là, manifestement, il n'y était pas. La monoplace est très difficile à conduire. La Caterham n'a pas son rendement, même de l'an dernier, au global. C'est manifestement la dernière équipe du plateau, puisque Marussia, grâce à Jules notamment, est devant. Donc, il va falloir se reprendre. Pourtant, on a un moteur Renault face à un modeste Cosworth. Donc, il y a un vrai problème là, chez Caterham. J'espère pour Charles, évidemment, qu'on va remettre les choses dans l'ordre. Bon, passons en revue les autres forces en présence, si tu le veux bien. Le temps passe vite. Alors, sur le podium, Vettel, Alonso, peut-être déçus parce qu'ils sont habitués à ne pas gagner, surtout pour Vettel, qui part de la pole. Bon, on a quand même eu le sentiment que, c'est toujours ça de prix au niveau des points, ils n'étaient pas trop mécontents. Alors, comment on se dit tout, on est là pour ça, personne ne nous écoute, donc je vais dire 2 choses. La première, quand on a compris que Raikkonen était solide, parce que moi je peux te dire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les pneus s'effondrent sur la fin, ils en étaient tous persuadés. Donc chacun se disait, attendons, tu sais, comme le corbeau au-dessus du fromage, à un moment, ça va nous tomber dans le bec parce que c'est pas possible que Raikkonen continue avec des pneumatiques aussi usagés, aussi anciens. Je rappelle quand même qu'il avait changé au 33e tour, donc il a fait 25 tours. Il faudrait avoir on les aura, les relevés par Pirelli, mais à mon avis, c'est un de ceux qui a roulé le plus longtemps avec le même train, pas loin. Donc, ils se sont dit, il y a un moment, il y aura une baisse de performance et on n'aura même pas à se défoncer, ça va nous tomber tout seul. Donc, ils n'ont pas cru véritablement à la menace pour la victoire. Donc, ça, c'est le premier point. Après, ils sont quand même arsouillés entre eux, Alonso, Vettel.
Alors, pour Alonso, c'est plutôt bon parce que la Ferrari répond bien, il l'a dit dès le début. Confirmation que le niveau d'ensemble, confirmé d'ailleurs par la performance de Massa, parce que Massa qui est un très solide quatrième et qui fait un début de course exceptionnel. Oui. Et on l'a assez tapé sur la tête ici même pour dire qu'on est ravis aujourd'hui d'avoir un Massa performant. Donc les Ferrari sont bien dans le coup. En revanche, les Red Bull Renault ont véritablement un problème d'usure et de dégradation des pneumatiques en course. Et on l'a vu, parce qu'avec tout le talent de Vettel, il n'a pas pu faire mieux. Là, c'est clair qu'il n'avait pas les moyens d'aller se battre. Alors, j'aime bien aussi remettre en perspective. Donc, il s'arrête au 6e tour. Oui. C'est très tôt. Trafic. Je rappelle, Grosjean le premier, 4e, lui 6e. Après, il s'arrête au 21e tour. 15 tours, c'est pas beaucoup non plus. Après, il s'arrête au 37e tour. 16 tours, c'est rien. Et il termine. Alors, il fait quand même 20 tours, 21 tours sur la fin. Donc, dans des conditions délicates. Voilà. Il y a un vrai problème d'exploitation des pneumatiques dans la fenêtre de température. Alors, on va avoir confirmation ou infirmation en Malaisie, mais en tout cas en Australie, c'était comme ça. Il n'y a pas aussi un petit problème d'exploitation du Grand Prix d'Australie en lui-même par Mark Webber, qui est encore un peu passé à côté. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Ah, ça nous fait un peu mal au cœur à la rigueur, parce que bon, Ouais, on voudrait bien bien le voir briller aussi chez lui, mais il n'y arrive pas. Alors, on l'aime bien. Alors, je ne sais pas comment on dit, tu sais, les petites poupées dans lesquelles on plante des aiguilles. Oui. Il doit y avoir en Australie, oui, je ne sais pas si c'est un koala, des riz d'épines, ou si c'est un wallabies, mais en tout cas, malheureusement, sa meilleure résultat, sa meilleure performance, ça reste la 4e place de l'an dernier. Ouais. Alors, ce qui évidemment est terriblement frustrant. Et puis, je vais te dire, un pilote de Formule 1, au-delà de l'endroit où il brille, il aurait bien aimé lui aussi au moins être dans le bon paquet. Et là, malheureusement pour lui, une course un petit peu chaotique qui termine, on va dire, dans l'anonymat. Oui. Alors là, pour le coup, c'est le ventre mou, 6e à 46 secondes. Oui. Bon, il n'y a rien à en dire, on n'en dira rien de plus, on attend la Malaisie. Regroupons, si tu le veux bien, McLaren et Mercedes dans la même question globale, via Lewis Hamilton. Donc finalement, il a eu raison de partir. Parce que alors là, McLaren, la déception terrible. Oh là là, ça fait mal au cœur là aussi. Et Mercedes, pas si mal, en tout cas. Plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Effectivement, cette équipe Mercedes sur laquelle on avait des espoirs après les essais, puisqu'on avait vu que Nico Rosberg avait été le plus performant. On a vu également Nico Rosberg la batailler devant à un bon moment et batailler en haut de la feuille des temps. Et ce qui était impressionnant, c'est en qualif, à certains secteurs des qualifs, il était toujours devant. Ouais. Toujours, au fur et à mesure de l'amélioration de la piste, il était devant. Donc on se disait, oula, là c'est du lourd. Et on sait que Hamilton, c'est pas faire offense non plus à Rosberg, est plus rapide intrinsèquement que Rosberg. A priori, c'est à peu près confirmé. Enfin bon, on va attendre encore pour aller un petit peu plus loin, mais a priori, Hamilton quand même 2e ligne. Avec le 3e temps, alors qu'effectivement Nico Rosberg se retrouve sur la 3e ligne. Donc c'est clair. Alors en revanche, en course, on sait que Rosberg est très solide, c'est comme ça qu'il a gagné son Grand Prix précisément en Chine l'an dernier, donc Rosberg est très solide, et l'équipe, à mon avis, avec la refonte, et là il faut bien dire qu'il y a un effet, Niki Lauda, Bézi ce que tu veux, Toto Wolff, etc. Ross Brown, qui est peut-être concentré maintenant sur un plan strictement technique et stratégie. Le résultat est là. Alors certes, il y a eu un problème de fiabilité électrique, je crois, avec Rosberg. Ça peut arriver à tout le monde. Mais bon Grand Prix, belle course pour Hamilton. Et comme tu dis, puisque les deux questions sont liées, McLaren, les pauvres. Alors là, ils sont nulle part. Et ils l'avaient dit, Ils avaient dit, on espère, si tout va bien, récolter quelques points. Oui, j'avoue que je m'étais un peu moqué d'eux, sur RMC notamment, en disant, allez, c'est de l'intox. Non. 9e Button, le pauvre Pérez, oui, peu, en dehors des points, déjà. Mais je veux dire, il n'y a pas un gros écart entre les deux, d'ailleurs, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plus, parce que sur la ligne d'arrivée, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 secondes. Donc, non, c'est une énorme déception. Alors, peut-être dû à la nouvelle suspension avant, la fameuse suspension qui a été modifiée, donc effectivement, qui est à tirant maintenant, et donc avec le poids effectivement inégalement réparti et des problèmes de réglage. Moi, j'avais un petit peu le sentiment, aux essais, sur le sec, qu'elle était comme une balle de ping-pong. Elle a le museau qui cherche, et d'ailleurs, les pilotes avaient l'air de dire, et même au ralenti, il y avait des images qui étaient un petit peu troublantes. Dès qu'il passait sur un vibreur, par exemple, paf, le nez de la monoplace faisait 50 cm sur le côté. Donc, il y a un problème d'adaptation, de réglage et peut-être de compréhension de la suspension, donc des pneumatiques, évidemment. Ouais. Bon, affaire à suivre, oui, pour McLaren. Pour conclure peut-être avec ces équipes qui nous ont épatés, moi j'ai envie de dire, celle-là, elle nous a épatés, c'est Force India. Ouais. Alors écoute, deux choses. Il y a encore 15 jours, quand on ne savait même pas que Adrien Sutil allait être le titulaire. Oui. Bon, c'est vrai qu'on espérait un peu Jules Bianchi, ça, on peut pas le nier. Mais bon, on l'espérait beaucoup. Qui est nommé. Bon, voilà, ok, c'est Sutil, tant mieux pour lui. Mais est-ce qu'on aurait dit qu'il allait mener 11 tours, qu'il allait se retrouver en tête, qu'il allait être dans les points devant Di Resta? Non. Et tu sais qu'à 15 tours de l'arrivée, les 2 Force India sont devant les Red Bull. Alors évidemment, il y a des arrêts au centre qui doivent venir, mais Di Resta est devant Weber et Sutil est encore devant Vettel.
Jamais on ne l'aurait dit. Hein. Alors, Bon, pour répondre à ta question, Oui. stratégie, et ça c'est intelligent de leur part, stratégie différente justement. On explore les deux, parce qu'on ne sait pas trop, on est comme tout le monde, soyons honnêtes, on ne sait pas comment les pneus vont se comporter en course. Donc on a un Sutil qui est sur la 6e ligne de la grille de départ, Oui, aux c'est côtés loin. de Nico Hülkenberg. Donc lui, on dit, toi tu pars en médium. Il n'y a que 3 pilotes qui sont partis en médium sur la piste, donc avec Sergio Pérez notamment. On dit, on tente un coup. Il part en médium et il ne s'arrête qu'au 21e tour oui. pour remonter un train de médium et terminer enfin au 46e tour par les tendres. Voilà la stratégie de Sutil qui le place devant, comme tu le dis. Malheureusement, on voit bien qu'avec les pneus tendres, ses performances s'effondrent littéralement et c'est l'énorme surprise. C'est même pas les tendres, c'est les super tendres. Et là, manifestement, elle n'exploite pas bien. Alors, de l'autre côté, on a choisi donc avec Paul Di Resta, qui est lui en 5e ligne, de partir de manière traditionnelle. Et là, j'avoue qu'il y a un arrêt que je n'ai pas noté, mais on en a fait 3. Oui. Il y a Paul Di Resta qui s'est arrêté au 8e tour, Oui, donc assez tôt également. oui. Hein, je rappelle, 4e pour Grosjean, 6e pour Vettel, donc 8e tour. Et au 33e tour, donc voilà. Et donc j'en ai raté un dans le flot de l'action, mais on va le retrouver. Donc on a des stratégies différentes à géométrie variable. Et au final, les deux pilotes se retrouvent séparés par une misère, Oui. séparés par 3 secondes. Oui, Donc, alors c'est vrai que Di Resta s'en sort pas Voilà. si mal. Il était peut-être temps que ça se termine pour Ouais. Sutil, mais incontestablement, Ouais. Sutil s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde de manière assez Ah, inattendue. quand il a même, rien hein. perdu. Ah oui, là. Et de surcroît, on sait que c'est un pilote rapide sur le mouillé, c'est un Oui. pilote sensible. Si jamais il y a des courses qui doivent se dérouler, pourquoi pas en Malaisie, sur le mouillé, attention à Sutil. Bon, allez, on va s'arrêter là, Jean-Luc. On aurait pu parler de Williams aussi, qui semble être au fond du trou. Qui ça Oui. Je le fais à chaque fois. Sauber, pas Sauber, extraordinaire. limite, hein. limite. Bon, il y a des choses à dire, Ouais. mais c'est le premier Grand Prix. Vous savez que ça va un peu se mettre en place aussi, tout ça. Avant de tirer des conclusions Et puis- définitives, faut Oui, attendre. voilà. Bon, déjà, il y a un autre Grand Prix qui arrive dans quelques jours. Donc, on se retrouve lundi prochain, Je si tu veux, veux bien, avec plaisir. pour un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com, la Formule 1 que vous pouvez suivre pendant les week-ends de Grand Prix grâce à nos amis et partenaires de F1-direct.com. Et Bref, c'est gratuit. oui, c'est gratuit, tout à fait. Bon, allez, merci à vous, merci Jean-Luc, et à la semaine prochaine. Salut! Salut à tous.